Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les débats d'O2 pour cette troisième émission consacrée à l'échec scolaire. Nous sommes avec Juliette Speranza, doctorante en philosophie, conférencière, enseignante et auteure de l'ouvrage L'échec scolaire n'existe pas, un livre paru aux éditions Albin Michel, un essai qui propose de renverser notre modèle éducatif en valorisant et en s'adaptant à la diversité des élèves. Bonjour Juliette. Bonjour. Et nous sommes également avec Léa Magalès. Bonjour Léa. Bonjour. Vous êtes responsable du soutien scolaire au sein de la société O2 et vous êtes également enseignante. Alors on a défini ce qu'était l'échec scolaire dans la première émission, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur la page Facebook O2 Care Service. Sur la deuxième émission aussi, que vous pouvez retrouver sur cette même page, on avait essayé d'identifier quels étaient les risques d'échec scolaire. Aujourd'hui, on va essayer quand même de tenter, d'esquisser quelques solutions pour lutter contre cet échec scolaire et surtout pour accompagner nos enfants. Juliette, l'introduction de votre livre s'intitule « L'échec n'est pas une fatalité » et j'ai noté page 10. J'ai mon petit marque-tapage. Rien ne nous permet de prédire que ce petit garçon qui joue tout seul est un être asocial. Rien ne nous permet de déduire que cet enfant qui confond les lettres est une attardée. Ni la science ni l'éthique ne nous y autorisent. Il faut nous remettre en question, ne plus laisser l'éducation être dévoyée par cette chimère qu'est l'intelligence unique et se complaire à fabriquer l'échec. On voit à peu près ce que vous voulez dire, Juliette, mais si vous aviez à l'expliquer, vous le feriez comment ? Ce qu'on peut observer quand même dans la plupart des écoles, c'est que, on l'a évoqué la dernière fois, il y a énormément d'enfants donc, qui vont être stigmatisés, mis à l'écart, parce qu'ils ont donc des toutes petites, parfois plus flagrantes, mais parfois aussi des toutes petites spécificités, particularités. Et j'avais évoqué aussi cette dimension éthique qui manque à l'école française en particulier. Et je pense que vraiment on doit, à mon sens, s'interdire de condamner un enfant à l'échec parce qu'il diffère un petit peu de cette fameuse norme scolaire, de cette fameuse intelligence unique, une intelligence qui est finalement assez scolaire, ce qui est assez paradoxal parce que l'intelligence scolaire, c'est quelque chose qui fait beaucoup débat. Parfois, on est trop scolaire, parfois, on est pas assez scolaire. On entend ça d'ailleurs, il est très scolaire, oui, il est très scolaire. Voilà, mais ça avait été un petit peu étudié par les sociologues, par Bourdieu en particulier, cette idée d'être trop scolaire. Et en fait, les enseignants craignaient que leurs élèves soient trop scolaires parce qu'ils sont censés aussi les éveiller à l'esprit critique. Mais en réalité, on attend quand même des enfants qu'ils aient une intelligence très conforme, très stigmatisée quand même. Et, puis qui répondent aux questions qu'on leur pose, finalement. Voilà, une intelligence très normée, voilà, merci. Oui, il y a des attendus en fait. Voilà, des attendus, attendus, c'est du vocabulaire académique. Académique, les attendus, le rendement scolaire. Vocabulaire de droit, ce qui fait parfois un peu... Ah oui, mais voilà, donc du coup... Évidemment, tous les individus ont droit à une seconde chance. Il y a d'ailleurs des écoles qui s'appellent les écoles de la seconde chance. Mais en particulier des enfants qui sont en plein développement, qui sont en train de se construire. Et il faut vraiment être réactif, ouvert aux matériaux qu'ils vont proposer, aux opportunités d'apprentissage et non pas les condamner à 3 ou à 15 ans. Alors, il y a un système unique, l'institution est assez rigide, et pour autant, il y a quand même eu, on va dire, des méthodes pédagogiques alternatives. On va en parler avec vous, Juliette, notamment sur le lycée de Saint-Nazaire ou encore les Colibris. Vous avez quitté l'éducation nationale, Juliette, pour chercher, pour expérimenter toutes ces différentes méthodes pédagogiques dites alternatives. C'est des bonnes solutions pour vous, et notamment avec des exemples que vous aviez à l'étranger, ou même en France. Oui, aussi. À l'étranger et en France. Alors, je pense qu'aucun système n'est en soi parfait, parce qu'il faut s'adapter en permanence, encore une fois, aux élèves qui sont en face de nous. Donc, il ne faut pas non plus brandir une pédagogie comme un dogme et dire on va faire comme ça et pas autrement, ce qui peut parfois malheureusement arriver. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que... si l'apprentissage alternatif devient unique dans son apprentissage alternatif, c'est compliqué aussi. Apprentissage alternatif, en fait, c'est très vaste. C'est très vague, oui. On a du bon, on a du moins bon, on a des choses très éloignées du système scolaire, de ce qu'on trouve à l'école. On a des choses aussi très proches du système scolaire. Donc, les pédagogies alternatives, c'est vraiment une grande famille. Une grande famille. Je ne sais pas si on peut les appeler une famille, mais oui, voilà, c'est une grande catégorie, on va dire, où il y a du bon et du moins bon. Alors moi, en France, déjà, les exemples en France et à l'étranger, les écoles démocratiques, qui sont vraiment des écoles qui sont basées sur la confiance qu'on a dans l'enfant, dans sa capacité à apprendre,
on valorise beaucoup l'autonomie. Oui. Donc c'est quelque chose qui est, enfin c'est un parti pris qui est vraiment aussi un point de vue qu'on a sur l'humain. On n'en a pas beaucoup parlé d'ailleurs dans ces 2 premières émissions, mais c'est vrai que le mot autonomie, ça revient pas souvent finalement, alors que c'est vrai que laisser un enfant autonome dans ses apprentissages, on peut se dire que pour le coup, il va aimer apprendre. On en reviendra d'ailleurs sur cette culture de l'apprentissage, de cet amour de l'apprentissage. Mais l'autonomie, c'est, on imagine, ce qui va pouvoir développer des compétences, des savoirs. Et oui, alors on a un rapport dans l'école française assez ambigu avec l'autonomie, puisqu'on a des attentes très strictes et on attend que les enfants y répondent. Donc voilà, il faut se questionner aussi sur ce qu'on attend. Enfin, y répondre et puis après, ça soit capable spontanément de dérouler le programme en fait. Alors, est-ce que c'est ça qu'on appelle l'autonomie ou est-ce que l'autonomie, c'est avoir un projet, mettre en place récupérer, je sais pas, des matériaux, mettre en place des rencontres, des dispositifs, etc. Tout organiser pour construire son projet. Est-ce que c'est ça l'autonomie ou est-ce que c'est vraiment réciter, finalement, apprendre à apprendre, mais à la façon scolaire? Voilà, il y a des choses qu'il faut questionner. Mais par contre, par rapport à l'autonomie, par exemple en Finlande, ils ont plus cette notion d'autonomie par rapport effectivement au rythme des enfants et aussi au contenu des apprentissages, au projet. Et c'est vrai qu'on voit que ça donne une autre motivation, une autre implication. Voilà, et des résultats, évidemment. Dans le livre, d'ailleurs, vous parlez à un moment d'un lycée, je ne sais plus, ou d'un collège, mais où l'enfant arrive à l'heure qu'il veut. Ça, c'est les écoles démocratiques. Ouais, les écoles démocratiques, ouais. Bah oui, et on voit, en tout cas, moi, ce que j'ai pu observer, évidemment, c'est sans doute pas parfait partout, mais en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est qu'on constatait bien que les enfants avaient envie d'apprendre, s'investissaient dans des projets, étaient vraiment impliqués, apprenaient à travailler ensemble. Donc c'est beaucoup plus, enfin au niveau, je vais reprendre un terme académique, le rendement, au niveau de tout ce qu'on va assimiler, ce qu'on va apprendre, ce qu'on va produire, même si j'aime pas ce mot, c'est très mais lié ça va beaucoup plus vite en fait. Le rendement. Oui, non, mais je les reprends exprès les termes. Ouais, bien sûr. Mais même ça, en fait, voilà, même ces attentes qui sont finalement des attentes scolaires, il faut produire, il faut apprendre, il faut produire du contenu, etc. Mais finalement, ça va beaucoup plus vite quand l'enfant tient les rênes. Donc, mais c'est toute une culture qui a à revoir aussi. Il faut que nous-mêmes, on a beau constater ça, les professionnels qui sont convaincus de ça, on se retrouve confrontés dans notre foyer aussi à nos propres enfants, etc. Et on est toujours coincé finalement par certaines carcans. Oui, voilà. Donc tout est à repenser de manière globale, mais en tout cas, les écoles démocratiques ont beaucoup à nous apprendre. Et puis ici, dans l'institution, il y a quand même aussi les enseignantes et les enseignants spécialisés. Pour le coup, pas toujours, encore une fois, il faut vraiment, c'est du cas par cas, c'est de l'humain, mais vraiment les enseignants spécialisés, comme ils sont confrontés en permanence à de l'imprévisible, à de l'inattendu, à des difficultés permanentes, et du coup, ils sont beaucoup plus justement réactifs, ils apprennent en fait beaucoup plus à s'adapter en permanence, à rebondir, parce que du coup, ils ont été obligés de décupler ces facultés-là, en fait, d'adaptation permanente, de réactivité, et du coup, c'est aussi des gens qui peuvent travailler. Enfin, ce serait très intéressant, en fait, de faire plus collaborer, comme en Italie, les enseignants spécialisés et les enseignants dits de milieu ordinaire. Les colibris, les lycées Saint-Nazaire, c'est quoi, Léa? Alors, le lycée expérimental de Saint-Nazaire, au Mans, il y a eu Anne Frank, par exemple. Oui, donc le lycée expérimental de Saint-Nazaire est un lycée en fait qui donne justement cette notion d'autonomie. Et elle est au cœur en fait pour les lycéens, c'est-à-dire que le lycée est co-géré par une équipe éducative et également donc les lycéens qui vont participer à l'ensemble de la vie du lycée, c'est-à-dire construire les séances pédagogiques avec les enseignants, mais aussi participer à la vie administrative du lycée, faire la cuisine, faire du secrétariat. Donc en fait, ils vont vraiment être comme dans une espèce de mini-entreprise, j'ai envie de dire. Et ce que disait tout à l'heure Juliette, et j'ai trouvé ça très intéressant dans les écoles démocratiques, c'est aussi ces compétences de travailler ensemble, de savoir vivre ensemble. Et ça, c'est des compétences qu'on attend demain dans le monde de l'entreprise. Et on sent vraiment que c'est aussi une appétence pour les jeunes parce qu'on leur fait confiance. On parle beaucoup d'autonomie, de confiance, de sens, mais c'est toujours les mots qui reviennent. Et dans ce lycée, on voit aussi des résultats par le fait que ce projet, ce sens aussi dans ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils découvrent, ce qu'ils testent, et ça leur permet de se dire, moi j'arrive à me projeter demain dans le monde qui m'attend. Et ça, souvent,
des jeunes dans le lycée ont du mal à se projeter rien que des fois sur leur année de licence, quoi. Est-ce qu'au sein du soutien scolaire d'O2, il y a des pratiques comme ça dites alternatives ? Oui, effectivement. Alors, chaque enseignant ou animateur pédagogique est libre dans sa pratique, on va dire, et dans son accompagnement, puisque nous, le but quand on recrute effectivement nos enseignants, c'est qu'ils n'appliquent pas une méthode ou une pédagogie. Justement, on cherche cette capacité à s'adapter, à innover, à faire en fonction de chaque élève. Et donc ça, c'est vraiment notre leitmotiv lors du recrutement. Et après, pendant les séances, c'est vraiment finalement l'enfant qui va construire ses objectifs de réussite. Donc quand on choisit ses objectifs, on est tout de suite plus motivé. Et derrière, on va aussi trouver les outils qui lui conviennent en fonction de son profil d'apprentissage, de sa sensibilité, plutôt peut-être artistique, plutôt peut-être en lien avec une passion. Et c'est comme ça que ça va se construire. Et des pédagogies alternatives comme de la pédagogie Montessori ou Freinet peuvent être utilisées à partir de très jeunes pour accompagner des apprentissages qui peuvent être difficiles à apprendre de façon classique et que l'enfant ou le jeune a besoin d'expérimenter. Ouais, se fixer ses objectifs, c'est peut-être plus facile de les atteindre. Et effectivement, quand on les atteint, c'est tout de suite beaucoup plus positif. Juliette, attention, question fondamentale et philosophique. Est-ce qu'il y a une méthode pour réussir, une meilleure méthode ? Non, mais je crois que Léa vient d'y répondre. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi par rapport aux enseignants. C'est exactement la même chose que les élèves. En fait, c'est finalement les laisser faire leur propre bricolage, apprendre à connaître les enfants qu'ils ont en face d'eux, apprendre à les accompagner, à leur proposer du contenu en fonction, etc. Donc il y a vraiment, les enseignants ont vraiment besoin de cette liberté. Et donc du coup, forcément, je réponds non, il n'y a pas une méthode. Il faut vraiment puiser dans tout ce qu'on peut. Alors je pense qu'il faut avoir une culture pédagogique, ça c'est important. Enfin, non pas la culture scolaire dont on a beaucoup parlé, il faut la connaître aussi, mais voilà, une culture pédagogique, c'est savoir ce qui se fait, les grands débats autour de différents apprentissages, de la lecture, etc. Il faut avoir une culture pédagogique pour bien comprendre quels sont les enjeux, quelles ont été les expérimentations qui ont pu être faites, etc. Et puis après, une fois qu'on a l'enfant en face de nous, il faut composer avec l'enfant et s'adapter. En préparant cette émission, Léa, sur les liens qu'on pouvait faire avec le soutien scolaire au sein de la société O2, il y avait des mots qui revenaient comme faire son cinéma intérieur, avoir des images mentales. Ça veut dire quoi, ça ? Alors justement, j'en parlais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire comprendre comment le cerveau fonctionne, et chaque personne, chaque être humain a un cerveau qui fonctionne différemment. Et donc c'est aider justement l'enfant, l'élève, à comprendre ce qui se passe quand il essaye d'apprendre, c'est-à-dire pourquoi j'apprends, dans quel but, et puis après, est-ce que moi c'est en écoutant, est-ce que c'est en récitant, est-ce que c'est en faisant des petites scénettes, en imaginant, en se projetant, que je vais pouvoir justement absorber et m'approprier en fait les connaissances que je dois apprendre pour tel ou tel projet, devoir, évaluation, juste pour le plaisir d'apprendre. On n'a pas beaucoup parlé aussi, mais il y a des nouvelles méthodes pédagogiques, ou en tout cas de nouveaux, qui sont peut-être d'ailleurs plus très nouveaux, des supports pédagogiques. Je pense aux écrans qui peuvent être utilisés, bien sûr. On en a souvent peur. Est-ce qu'ils peuvent être utiles néanmoins, Léa, ces écrans ? Alors les écrans, effectivement, c'est un grand débat, je pense. On s'entend dire arrête de regarder tes écrans. Que ça soit à la maison, mais également dans l'équipe éducative. Il y a des règles en fait à respecter, tout simplement. On les connaît à peu près tous. Et ce qu'il faut, c'est surtout que l'enfant soit actif en fait devant les écrans. Ça, c'est vraiment fondamental. Et donc les écrans, ça peut nous aider pour des langues étrangères. Alors je pense beaucoup aux ados, mais ça va être alors les jeux en réseau où on se parle avec des personnes étrangères en chat, mais ça va être aussi regarder des séries en langue étrangère. Ça peut être également pour, je pense aux enfants notamment qui ont des troubles, par exemple des enfants dyslexiques, ça va être des applications qui peuvent les aider justement à avoir une fluidité de lecture ou avoir des lectures vocales pour un livre que l'enseignant lui a demandé de lire. Lui, ça va être plus facile d'écouter vocalement. Donc ça peut être aussi un moyen de compenser et permettre aux élèves de se sentir plus à l'aise avec la technologie, tout en gardant des bonnes pratiques. Un exemple, c'est l'application Aidodis. C'est ça. Oui, exactement. C'est une application qui a Aidodis, ah bah oui. Aidodis, voilà. Je viens de comprendre le mot que j'ai écrit. C'est Aidodis.
C'est une application qui va aider effectivement les enseignants et puis également les parents où tous les textes, exercices, lectures vont pouvoir en fait bénéficier d'un retraitement en fait informatique pour que l'enfant puisse avoir une fluidité de lecture plus simple. Ça peut être un mot sur deux d'une couleur différente, les syllabes d'une couleur différente, des polices, des caractères, la couleur aussi de l'écran. Voilà, ça permet, en fait, c'est sur mesure. Il y a, je crois, 80 sortes différentes. Donc, chaque enfant trouve sa bonne combinaison. Edo 10 pour l'application, c'est AIDODYS. LED au 10 pour notamment, je sais pas, la dyslexie. Juliette, est-ce que le numérique, ça peut permettre aussi peut-être d'explorer de nouveaux modes d'expression ? Oui, ça permet justement, pour en revenir aux écoles démocratiques, justement d'avoir des apprentissages qu'on appelle les apprentissages informels, en fait. Le fait que ces enfants apprennent, que les enfants apprennent aussi dans leurs jeux, dans leurs activités, à la maison. Ils sont en permanence en train d'apprendre et les écrans font partie aussi de... Quand c'est bien géré, effectivement, quand ça n'empiète pas sur, j'ai envie de dire, sur l'humain et sur le rapport à la nature qui sont quand même fondamentaux, ça peut être des outils. Et, il faut que ça reste un outil, justement. Il faut que ça reste un outil. Il ne faut pas que ça on le dit beaucoup, je ne suis pas la seule à le penser. Quoique, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui défendent vraiment de plus en plus l'enseignement virtuel, on va dire, à distance, digital. Voilà, merci. Non, je pense que l'humain a une place primordiale. Après, c'est vrai qu'on peut aussi l'utiliser. Moi, je pensais aux vidéos. Par exemple, des enfants qui peuvent s'amuser à faire... à faire des vidéos. Vous amusez bien à faire des vidéos. Moi, je m'amuse bien. Donc pourquoi pas les enfants, à faire des vidéos, à faire toutes sortes de supports finalement pour aussi transmettre des connaissances, les partager. Alors encore une fois, sous la surveillance aussi d'un adulte, parce que parfois il peut y avoir des dangers, mais ça peut être une manière extrêmement ludique d'apprendre, de partager des connaissances. Donc pourquoi pas. À plusieurs reprises dans votre livre, Juliette, vous parlez de repassionner les enfants, repassionner les apprentissages que les enfants aiment apprendre au final. Est-ce que vous pensez qu'on a perdu le plaisir d'apprendre à l'école par cet automatisme, Oui, par cet automatisme, encore une fois, par ces effectifs, par cet enseignement de masse qui fait qu'on est obligé donc d'avancer tous à la même cadence, d'apprendre tous les mêmes programmes, d'évoluer exactement de la même manière. Et oui, d'une certaine façon, je pense qu'on éteint le désir d'apprendre des enfants, qui est pour moi quelque chose d'inné en fait. Je pense que les enfants aiment vraiment apprendre. Je l'ai constaté dans mes années d'enseignement, je le constate encore aujourd'hui. Ils ont envie, ils ont soif d'apprendre, mais l'école repose vraiment sur un rapport à l'effort, au travail. Enfin, même l'effort peut être quelque chose de positif, mais à la contrainte, à la motivation qu'on appelle la motivation extrinsèque, les punitions, les récompenses, un système qui finalement va un petit peu transformer la relation qu'on va avoir au savoir. Donc, encore une fois, c'est compliqué de blâmer un enseignant qui est pris dans ce système. C'est très compliqué en classe de lutter contre ça, puisque tout le système repose là-dessus. Les notations, les exigences par rapport au comportement, les conseils de classe, les passages en classe supérieure, l'orientation, tout repose sur ce système. Donc, les appréciations. Voilà. Mais il faut que nous soyons tous capables de le remettre en question en cause pour que ça évolue. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir confiance. On manque de confiance dans cette capacité qu'ont les enfants à apprendre. Léa, au sein du soutien scolaire chez O2, vous partez justement, pour faire un petit peu le lien avec ce que vient de dire Juliette, des centres d'intérêt, des passions des enfants ? Oui, alors c'est d'ailleurs une des premières questions en fait, qu'on pose aux enfants, parce qu'avant de s'intéresser à la moyenne ou aux commentaires, c'est surtout l'intérêt de s'intéresser à l'enfant, ce qu'il aime. Ce qu'il aime faire, ses passions, ses compétences. Et donc pour des enfants, j'ai quelques exemples en tête, mais des enfants qui peuvent avoir des difficultés, notamment au niveau de la lecture, des problèmes de motivation. On va trouver des livres sur le foot, si on a un passionné de foot, sur l'équitation. Donc on va travailler autour de ces centres d'intérêt-là. Et puis travailler aussi beaucoup dans la manipulation.
notamment pour apprendre à compter. Et ça, on peut commencer ça. Voilà. On le fait en tant que parent souvent avec voilà, quelques petits objets, la marchande, etc. Mais après, ça se poursuit sur la partie voilà, élémentaire très facilement. Ouais. Donc, ce qu'on oublie, c'est que en fait, toutes les passions, toutes les activités spontanées des enfants, elles vont être liées à des savoirs fondamentaux. Et souvent, on a peur de leur faire ce qui leur fait plaisir, parce qu'on va l'exemple du foot. Oui, j'en ai un dans le livre d'un jeune qui adorait le foot et puis qui est parti à faire un site, qui a appris à rédiger. Voilà. Et c'est vrai que voilà, en partant de là, on va vers ces savoirs fondamentaux, puisqu'à un moment donné, ils sont fondamentaux, on en a besoin. Donc, il faut aussi voilà, vraiment essayer d'être réceptif à ce qu'ils apportent. Et juste, je pense à un enfant que j'ai vu la semaine dernière, que je n'ai pas rencontré, je le connais, mais que j'ai vu la semaine dernière. Et j'ai appris que ses notes, en fait, ses plus mauvaises moyennes, c'était le dessin et la musique. Et je sais, pour le connaître, cet enfant, que c'est des matières dans lesquelles il est très, très compétent. Donc, ouais, je me suis dit, bah voilà, c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il s'y retrouve pas l'école, quand il est... ça s'éteint. Enfin, c'est pas... Comme il ne peut pas finalement prendre les choses et s'exprimer comme il le souhaiterait, comme il ne comprend pas forcément, on l'a un petit peu dit, mais comme il ne comprend pas forcément comment il faut s'y prendre à l'école et que c'est en inadéquation finalement avec sa façon de fonctionner, avec ce qu'il peut offrir, bah, du coup, personne ne le voit en fait. Est-ce qu'on peut conseiller d'ailleurs aux enfants, c'est très difficile évidemment, mais peut-être d'aller voir son enseignant et de lui dire écoutez, moi, la musique, j'adore ça, mais là, je m'y retrouve pas. Et comment il fait l'enseignant dans ces cas-là? Ou même, est-ce que l'enfant peut le faire d'ailleurs ça? Bah, moi, je suis pour un forcing pacifique, mais pour que, voilà, on l'a dit déjà, mais voilà, pour qu'on essaye vraiment de se réconcilier, de se parler. Quand il y a du dialogue, on peut parfois avoir, j'en ai eu aussi en tant que mère, des très belles surprises d'enseignants qui, à 21h, 22h, sont sur leur ordinateur en train de chercher un contenu qui pourrait intéresser ou un système qui pourrait faire que l'enfant va adhérer, etc. Donc, il faut y aller, il faut essayer. Bon, des fois, effectivement, on va se retrouver face à des enseignants qui ne sont pas forcément réceptifs. Ou qui ne vont peut-être pas savoir comment. Ou qui ne savent pas comment. Mais en général, quand ils ont le temps de chercher, c'est ça en fait. C'est plutôt une question de temps et de motivation. Voilà, je pense que s'ils avaient moins d'élèves et plus de temps à consacrer à cette recherche, ils ne pourraient peut-être pas faire forcément nécessairement des miracles, mais ils pourraient avancer. Après, c'est encore une fois une histoire de conditions de travail. Et plus de temps à consacrer à chaque élève. Mais oui, bien sûr. Aussi, évidemment. D'ailleurs, c'est ce qui fait certainement aussi l'intérêt du soutien scolaire, c'est que l'enseignant, il est avec peut-être deux enfants de la famille, mais il n'est pas dans une classe de 30, quoi. Et il est dans son environnement aussi. Ça importe beaucoup aussi, de se sentir bien chez soi. Tout de suite, ça débloque aussi certains... Puis on crée un lien différent. On crée un lien différent, voilà, c'est vraiment un lien personnalisé. Et quand on demande à l'enfant, mais même en classe, j'ai envie de dire, et je rejoins Juliette, quand on demande à un enfant qu'est-ce qu'il a envie de faire, il aura toujours des idées. Et il faut juste lui laisser l'opportunité de s'exprimer en fait. Est-ce que vous demandez aussi aux enseignants de prendre du recul, c'est-à-dire de pas devenir le copain ou de ne pas devenir le tonton par substitution? Parce qu'il faut quand même, on parlait dans la deuxième émission d'une tierce personne, d'avoir cette prise de recul, mais on peut imaginer qu'un soutien scolaire, imaginons qu'on ait des notes en baisse et que la personne qui vient chez nous grâce au soutien scolaire, on commence à avoir des meilleures notes, tout ça, donc on a une reconnaissance, on est mieux dans sa peau. On pourrait très bien imaginer que sans elle, le monde s'écroulerait, entre guillemets. C'est difficile aussi pour les enseignants de soutien scolaire comme ça. C'est difficile. Après, je pense que le mot, c'est surtout d'être juste, en fait. De dire ce qui va bien et ce qui ne fonctionne pas. Et de le dire avec justesse à l'enfant et avec... bienveillance et authenticité, et comme ça le jour où ça n'ira pas bien, l'enfant sera en capacité de le dire, on pourra lui dire on va trouver une solution ensemble, c'est bien de m'en avoir parlé. Voilà, ça c'est important. Je crois qu'on ne peut pas faire sans l'affect, on est condamné à faire avec l'affect, donc c'est l'histoire de voilà, et Boris Cyrulnik l'a rappelé ces dernières années, enfin je veux dire, maintenant on le sait d'une certaine façon, c'est compliqué de rester très froid, enfin on ne peut pas rester très froid et très professionnel, donc il y a forcément une relation qui se crée. Après effectivement il faut bien la doser, etc. Mais aussi j'avais parlé des écoles de la deuxième chance, où les enseignants qui récupèrent d'une certaine façon ces enfants qui sortent du système ou qui sont en décrochage, souvent la clé quand même c'est une certaine forme d'amitié. Bien sûr. Donc est-ce qu'on peut faire sans? Est-ce qu'on peut sans? Voilà. Et ça peut nous grignoter, je suis d'accord, ça peut prendre de la place,
mais c'est utile. C'est marrant que vous parliez de Boris Cyrulnik parce qu'en même temps, c'est lui un petit peu qui a défini, inventé le concept de résilience, en tout cas qu'il l'a médiatisé. Cette résilience, on est clairement là-dedans, dans le soutien scolaire ou en tout cas dans le fait de peut-être être à un moment de son parcours scolaire extrêmement en difficulté ou en échec tel que la société le conçoit, et puis revenir à un moment. Et c'est vrai que la résilience permet à un moment de se dire je reviens un peu à la vie, j'y arrive maintenant de nouveau. Bah, c'est très important parce que s'il n'y a pas ce moment-là où on remonte d'une certaine façon, on voit beaucoup d'adultes qui sont quand même traumatisés par leur cursus scolaire qui arrive. Donc ça, il faut quand même que les adultes l'entendent et voilà, que c'est un traumatisme qui peut rester aussi, donc il faut agir. Et effectivement, quand on arrive à en sortir, là, on est d'autant plus... Mais on est inégaux de toute façon par rapport à cette façon de ressusciter finalement d'un échec. Et dernière question, Juliette, on arrive à la fin de cette émission, mais vous faites des recherches en philosophie, vous. On parlait de Boris Cyrulnik, on a parlé de Bourdieu aussi tout à l'heure. Est-ce que vous estimez que la philosophie, elle peut apporter des réponses à ces situations d'échec ? Oui, je pense que la philosophie est même indispensable. Alors déjà, pour tout ce qui va être, je pense, harcèlement déjà, parce que le harcèlement est un facteur quand même d'échec scolaire. Donc je pense que pour que les élèves se comprennent entre eux, pour qu'il y ait une meilleure compréhension, moi je parle beaucoup de la neurodiversité, mais de la diversité dans sa globalité, je pense que la philosophie est un outil indispensable. Et puis, de manière plus générale aussi, par rapport par exemple au refus scolaire, je pense que la philosophie permet aussi aux enfants de prendre du recul et de comprendre le système dans lequel ils sont, quelles sont les attentes, quelles sont, voilà, pourquoi ils vont à l'école, enfin voilà, de questionner toutes ces contraintes, parce qu'ils vivent comme des contraintes, et voilà, d'essayer d'être un peu ce qu'on appelle raisonnable. La sagesse, on recherche la sagesse avec la philosophie. Et je pense que ça peut être très très utile pour surmonter aussi certaines angoisses. Merci beaucoup Juliette d'avoir participé à ces Merci débats d'O2 sur cet échec scolaire. Merci beaucoup Léa. Merci. C'est la fin de cette troisième émission. Vous pouvez la revoir en intégralité ainsi que la première et la deuxième sur la page Facebook d'O2 Care Service. On vous invite évidemment à vous procurer l'ouvrage de Juliette Speranza, L'échec scolaire n'existe pas, un ouvrage qui a été publié chez Albin Michel. Voilà pour cette fin de cycle, entre guillemets, ou ces premiers rendez-vous consacrés à l'échec scolaire avec quand même des solutions qui ont été esquissées sur cette troisième émission. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. À bientôt.